télétravail. Il nous reste un gros morceau qui effectivement jalonne aujourd'hui l'ensemble des, bien souvent les journaux de 13 heures notamment, les journaux régionaux, mais c'est la question ni plus ni moins, la désertification médicale, la fameuse, et l'accès aux soins. Et je vais donc demander à Guylaine Alajoanine et à Didier Flander de bien vouloir rejoindre Cyril Cotona au plateau. Voilà, et nous sommes également à distance en relation avec Aline Mollard et Lucille Montestruc, qui sont en charge du projet de télémédecine et du plan santé au sein du Conseil régional d'Auvergne. Mesdames, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. On vous entend effectivement. Bonjour Aline. Bonjour Lucille. Oui. Voilà. Bonjour. Vous nous entendez, vous nous voyez. Autour de la table, Cyril Cotona, vice-président de la MRF, Didier Flander, patron de Numérisat, et Guylaine Alajoanine, qui est président du Haut Conseil français de télésanté. On va commencer avec Guylaine, si vous le permettez, qui a lancé donc tout récemment un appel qui s'appelle Zéro désert médicaux, c'est possible. Non, on va ne toucher à rien, il marche. Il marche. Ah, bah c'est parfait. Il est prêt à l'emploi. Oui. Donc, zéro désert médicaux, c'est possible ? Mais oui, c'est possible. Et nous avons des tas de solutions. On l'a vu d'ailleurs déjà hier, on l'a vu encore aujourd'hui. Beaucoup de nos collectivités locales, beaucoup de nos territoires, mais aussi de nos entreprises font des efforts dans ce sens-là. Mais j'oserais dire, on n'est pas à échec. La situation est alarmante. Les déserts médicaux, c'est 192 bassins de vie qui sont en danger, c'est 8 millions de personnes, c'est 11 300 communes qui sont touchées. Donc, ce qu'il faut faire, on le sait, mais il va falloir oser le faire. Il faut qu'on sorte du syndrome des petits peu, d'éparpiller des sous par-ci, par-là. Finalement, on ne sait pas où ils vont. Il faut véritablement un plan Marshall pour véritablement qu'il y ait un fonds de solidarité à échelle qui vont permettre, par exemple, de payer nos chefs de projet sur le centre névralgique qu'est la collectivité. Je suis de la Creuse, je suis une ancienne élue, je sais bien qu'on vient toujours vers nous. Et il faut véritablement, l'État ne peut pas tout, les collectivités locales ne peuvent pas tout. Donc, à l'heure actuelle, il faut surtout ne pas oublier que les déserts médicaux sont aussi des déserts socio-économiques. Regardez, Hervé Lebras, que je côtoie à l'Académie, je suis la présidente de l'Académie de télémédecine et aussi de Télémédecine sans frontières. Hervé Lebras dit que la cartographie des gilets jaunes est exactement la même que celle des déserts médicaux avec cette diagonale du vide. Alors actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, c'est très simple. Il va falloir oser un fonds de solidarité, mais qui va être alimenté par quoi ? Alors là, on a des tas de solutions. L'une que je préconise, c'est par exemple, on sait qu'au niveau de l'OCDE, du G20, a été voté que les GAFAM doivent être imposés à 15%. Oh, il n'y a qu'une part de ces rentrées fiscales. Nous, la France, on est déjà c'est 14 milliards d'imposition qu'on devrait recueillir. Donc là, c'est déjà une solution. Mais aussi, il y a mieux que cela. On peut, à nous tous, lancer une souscription nationale. Et je ne veux pas faire mon Stéphane Bern de la santé, mais lancer, si l'on peut dire, une grande loterie nationale pour nos déserts médicaux. On sait exactement où ils sont.
Il n'y a plus besoin d'études là-dessus, il n'y a plus besoin d'analyse. Il faut agir, et ce n'est pas agir demain, c'est agir immédiatement. J'oserais dire, la maison brûle, oh, même mieux, les écuries sont en flammes aussi. Donc, c'est vrai, je suis peut-être un peu plus alarmiste que tout ce que j'ai pu entendre depuis hier. Mais vous savez, il y a quand même, rien que dans le numérique, quand on sait, je voudrais le souligner, qu'il y a 7% de la population qui n'a pas accès à Internet, il y a 20% qui n'a pas de connexion rapide. Ce que veulent les gens, c'est qu'on réponde à leurs besoins. C'est qu'on est un distributeur de billets dans chaque ville. C'est qu'on est véritablement, là c'est très bien ce que fait la Poste, hein, mais j'oserais dire, moi j'aime bien voir mon conseiller de poste dans ma ville. Okay, donc, il faut en faire de plus en plus. Mais les entreprises ont besoin, une entreprise qui ne fait pas de profit, elle ne peut pas faire de social. Donc, il faut aider aussi nos entreprises à la pérennité. Pour la pérennité, il faut d'autres moyens. Donc, c'est à grande échelle. Sortons du syndrome du petit peu. C'est à grande échelle qu'il faut agir. Je dirais, mais on est condamné à cela. Il faut agir immédiatement. Donc, changeons de barillet. Et je voudrais peut-être dire un mot aussi pour les personnes âgées. Quand je présidais la Fondation pour la recherche médicale, j'ai fait venir les gens de l'INSEE qui m'ont dit « Oh, Madame Lajoigny, votre bassin de donateurs, il va être en augmentation. » Bon, je dis « Ben oui, ce sont les seniors qui donnent le plus. J'en avais 420 000. Donc, et j'ai dit comme... Depuis fin 2015, vous avez plus de personnes qui rentrent dans les 60 ans que dans les 20 ans. Allez, on va la faire autrement. Un senior né toutes les 37 secondes, un junior toutes les 42 secondes. On voit qu'il y a une évolution de la démographie, il y a un bouleversement. Allez, entre gitans, on ne va pas se raconter la bonne aventure. Il faut qu'on trouve les moyens. Les moyens, on peut les avoir si on s'y met tous ensemble à l'heure actuelle. Donc c'est ça l'appel, c'est un appel à la mobilisation générale. Il faut que derrière, on ait un amendement sur les déserts médicaux qui se fassent, mais très vite là, ici, en 2023, pour que justement, par exemple, sur les GAFAM, que qu'une part de ces recettes fiscales aille sur ce fonds de solidarité, et aussi qu'on ait, j'oserais dire, un petit peu comme le GIGN, quand ça va très mal à l'heure actuelle, au niveau des urgences. Mais ce n'est pas possible que l'on ferme des urgences. Mais ce n'est pas possible, cette histoire-là. Donc il faut réagir rapidement. Les efforts sont là. Il faut simplement se donner les moyens. Donc, voilà, en quelques mots, très bien, grâce à notre haut commissaire, il a eu l'intelligence de me dire, Guylaine, il faut qu'on leur mette derrière les propositions. Alors, cette révolution du soigné, ce sera par rapport à la médecine du futur. Elle sera proche, proximité, préventive, prédictive, participative, personnalisée, plurielle. Vous l'avez compris, il faut qu'on mette un fonds de solidarité assureur entreprise, la souscription nationale. Ah, j'oubliais, le fonds de livret développement durable. Alors, pourquoi on ne le flécherait pas sur les déserts médicaux? Ok, 318 milliards d'euros. J'ai appris hier que ce mois-ci, on vient de mettre 2 milliards encore à la caisse d'épargne. On pourrait peut-être un peu en récupérer pour, en plus, je dirais, nos personnes âgées, nos aidants qui font tellement un travail extraordinaire, nos collectivités locales, et encore financer nos chefs de projet. Là, j'adore son idée de chef de projet. Là, c'est ce qu'il faut. Il faut véritablement, pourquoi? Parce qu'on va à la mairie, il nous faut quelqu'un qui puisse nous recevoir. Après, on a, ça je vous l'ai dit, créer des dispensaires mobiles. Mais bien sûr, là, à l'heure actuelle, il faut qu'on continue à créer, parce que dans les fermes isolées, il faut bien aller les voir. Il faut qu'on ait des dispensaires avec un rétinographe pour voir s'il y a de l'obésité et si on doit, la Gertrude de telle ferme, elle a un problème d'obésité, il faut qu'on arrive aussi à la soigner. En clair, c'est-à-dire qu'il faut répondre
à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai n'importe où, dans n'importe quel endroit, et avoir une prise en charge valable en moins de 30 minutes. C'est cela qu'il faut qu'on obtienne, et on peut l'obtenir. Bon, je vous ai vu, je vous ai entendu il y a encore hier. Vous êtes vraiment les collectivités locales, vous faites tellement. Donc là, à nous tous, avec cette bonne volonté courageuse, comme dirait Pagnol. Vous savez, j'avais comme prof d'économie, j'avais Raymond Barre, qui me disait, et que j'ai retrouvé à l'Académie comme confrère, qui me disait, Guylaine, on est toujours puni par son manque de courage. Alors allons-y, courage, et j'oserais dire, là, en quelques mots, arrêtons les règles. Il en faut des règles, mais il ne faut pas que des règles soient des freins, et encore pire, des blocages. Merci Guylaine de votre enthousiasme. Oh, j'ai oublié les zones franches. Oh, j'ai oublié le principal. Attends, je te la fais très vite. En 1 minute. Je te la fais très vite en 1 minute. Comment on peut y arriver aussi En 2002, avec Borloo, qui était ministre de la Ville, je l'ai aidé à mettre au point des zones franches pour les villes. Et là, pour nos zones sous-denses, il faut qu'on ait des zones franches, c'est-à-dire que les entreprises puissent venir s'installer. J'ai présidé les femmes entrepreneurs. Il faut qu'elles puissent venir avec leurs entreprises, qu'elles bénéficient pendant 5 ans d'une décharge fiscale pour qu'elles puissent venir. S'il y a des entreprises, il y a de l'emploi. S'il y a de l'emploi, il y a des logements. S'il y a des logements, il y a des crèches. S'il y a des crèches, s'il y a des personnes, s'il y a du patientel, il y a des commerces, il y a des épiceries. Et voilà, on fait revenir nos médecins qui vont à ce moment-là bien gagner leur vie et pour leurs femmes aussi avoir, bien souvent elles travaillent aussi, leur donner la possibilité d'être avec eux, même dans les endroits les plus reculés. Donc des zones franches. Merci Guylaine. Et avec Didier Flender, on va effectivement appuyer sur un des éléments qui était l'amendement de la médecine foraine. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en déplacement avec des outils que Didier va nous présenter. L'article 74 du Code de la santé. Oui, merci Sébastien, et puis merci Guylaine pour cette magnifique appel. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le projet de Colibri qu'on est en train de mettre en place et qui résulte d'un travail que l'on fait avec l'Agence spatiale européenne et le CNES. Alors, quelques chiffres quand même que vous avez tous en tête, c'est que depuis 7 ans, il y a 62% de déserts médicaux en plus. Il y a 33% des communes qui manquent des médecins en France. Il y a 30% des Français qui vivent dans des déserts médicaux. Et il y a 50% des médecins généralistes qui ont plus de 60 ans. Alors, ça veut dire qu'en fait, on a beau mettre en place, en fait, on repart de la formation, etc. S'il n'y a pas une réponse technique qui complète en fait la boîte à outils pour lutter les déserts médicaux, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Et la réponse technique, en fait, c'est la télémédecine, c'est l'e-santé. C'est ce qui a déjà été développé depuis de nombreuses années dans pas mal de pays, notamment dans le nord de l'Europe. Et pour ça, en France, on est très, 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 très en retard. Et la crise du Covid, elle a montré que, en fait, il y a eu une explosion des actes de télémédecine, mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec Numérisat et la société Proxinor, on a proposé, en fait, on a travaillé sur une proposition d'architecture de service de e-santé qui fonctionne même sur les zones blanches. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on est aussi confronté à une problématique qui est le désert médical, c'est aussi un désert numérique, donc il faut en même temps répondre à ça. Et c'est pour ça qu'on a inclus, en fait, et démontré que les technologies satellitaires fonctionnait parfaitement et pouvait être utilisé pour remplir cette boîte à outils nécessaire pour la lutte contre la désertification médicale. Alors, très rapidement... Comment ça se traduit en 3 minutes sur Colibri ? Alors, en 3 minutes sur Colibri, c'est en fait, on propose trois solutions interopérables, des relais de télésanté, ou des espaces e-santé, en fait, qu'on propose de mettre dans les villages,
et qu'on imagine sur pour 3 à 5 villages, on peut créer un espace dans lequel on va mettre des outils connectés, des outils de e-santé. On va former des infirmières qui vont pouvoir donc accompagner les patients qui vont prendre des rendez-vous pour une téléconsultation, mais c'est une téléconsultation avec un environnement qui va permettre en fait de saisir en fait et faire un diagnostic beaucoup plus précis et de faire une téléconsultation vers un médecin distant. Donc ça c'est le premier, c'est cet espace e-santé qu'on propose de mettre en place. C'est pas une cabine, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un accompagnement et il y a vraiment un rôle important de personnel médical. Ceci pouvant être également relié par un véhicule mobile qui va pouvoir aller plus près des gens, pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Et puis en fait, il faut intégrer également, donc on a intégré dans le projet Colibri, la façon de traiter, de faire de la télésurveillance et de rompre l'isolement de personnes qui ont des pathologies particulières, de faire de l'assistance à domicile, etc. Donc en fait, c'est ces 3 composantes en fait que l'on a validées au sein du projet Colibri, avec des sites opérationnels qui sont en train d'être déployés et un premier site qui est en Dordogne, qui est à l'UNAS, avec bien évidemment donc la participation de la communauté d'agglomération de Bergerac et de la mairie de l'UNAS. Donc ce premier site Colibri est en place, ce premier espace e-santé est en place. Alors je rajoute pour terminer que à la fois c'est une réponse, une réponse technique en fait qui fonctionne parfaitement, mais avec des outils qui en plus sont très accessibles. Là, on n'est pas dans des budgets très très importants pour faire fonctionner et pour équiper un relais de télésanté. Mais en fait, c'est tout un process d'accompagnement à la fois des patients et bien évidemment tout un processus de discussion avec toutes les instances régionales de santé, de pilotage de la santé, etc. Et là, c'est probablement le plus difficile, hein. C'est-à-dire qu'on a une très forte volonté des élus locaux, mais par contre, quand il s'agit de discuter avec les ARS, avec tout l'environnement médical, etc., c'est pas de la tarte. Il faut des mois et des mois, on y arrive, et il faut également que dans tout le process de mobilisation, vraiment, la télémédecine soit intégrée vraiment dans un processus coordonné, avec vraiment une volonté forte des instances qui pilotent la santé en France. Merci Didier Flander, et merci pour cette transition, parce qu'effectivement, on va se tourner vers Aline Mollard et Lucille Montestruc, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région, même si ce n'est pas une compétence, on sait, la santé est une compétence d'État, eh bien la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de s'emparer de cette question des déserts médicaux et de l'accès aux soins. Et donc peut-être pour fluidifier les choses et les relations avec les ARS, je vous laisse nous raconter... donc Aline et Lucille, en quoi consiste ce plan et notamment un focus sur le volet télémédecine. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. En tout cas, nous, de notre côté, a priori, on n'a pas de problème technique, donc c'est déjà parfait et un bon signe. Donc effectivement, la région Auvergne-Rhône-Alpes a voté très récemment, le 18 mars dernier, donc un plan régional en faveur de la santé, de la protection et de la prévention et de la proximité pour tous dans tous les territoires. Ça fait suite en fait à une préoccupation croissante des élus régionaux face à un constat de vieillissement de la population, un problème démographique médical que vous avez abordé, une inégalité du coup territoriale dans l'accès aux soins, et puis bien entendu par rapport au contexte et en tout cas aux enseignements tirés de cette crise sanitaire depuis 2000. Donc il y a vraiment eu la volonté de la part des élus régionaux d'accélérer en fait une action régionale qui était déjà engagée depuis 2016 et qui visait vraiment en fait à améliorer l'offre de soins en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais prendre juste quelques petites secondes pour vous partager le support de présentation. Hop. Là. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon.
Voilà. Donc en vous rappelant effectivement que depuis 2016, il y a eu vraiment la volonté de, effectivement, bien que ce ne soit pas une compétence régionale, comme vous l'avez parfaitement dit, en tout cas la santé et l'organisation de la santé en tant que telle n'y sont pas. Mais en revanche, la région a compétence en matière de développement économique, d'attractivité de territoire, d'aménagement du territoire. Et c'est vraiment là-dessus, en s'appuyant sur ces compétences-là, que la région a souhaité aller jusqu'au bien-être, on va dire, des habitants. Et également, effectivement, en reprenant un petit peu le concept de l'OMS de santé globale, de One Health, et en voulant en fait jouer sur l'ensemble des leviers. Donc dès 2016, il y a vraiment eu la volonté en fait de reconquérir effectivement ce qu'on appelle les déserts médicaux, notamment en agissant, en finançant, comme vous pouvez voir à l'écran, un grand nombre de maisons de santé, de centres de santé aussi, en attribuant effectivement des bourses dans le cadre de sa compétence dans l'enseignement supérieur pour tous les étudiants en médecine, avec un focus sur les étudiants qui vont exercer donc leur stage, ou en tout cas leurs différents cycles de formation dans les zones carencées, en attribuant aussi des primes aux médecins qui vont s'installer, aux jeunes médecins donc qui vont s'installer dans ces zones carencées, et puis en agissant aussi auprès directement des centres hospitaliers dans leurs efforts effectivement de modernisation, de rénovation, mais pourquoi pas aussi d'aide à l'installation, à la création. Donc, tout ça s'est traduit effectivement par un budget qui a été plus que doublé entre la période de 2015 et 2022, et puis un effort très très important aussi lors de la crise sanitaire auprès des professionnels de santé, tant sur les phases effectivement de dépistage avec les différentes campagnes de dépistage, que de soutien aussi auprès des campagnes de vaccination. Donc voilà, et puis des interventions aussi très très fortes auprès des infirmiers libéraux, enfin tous les professionnels de santé qui se sont mobilisés, qu'ils étaient sous statut effectivement libéral, mais aussi hospitalier, avec un soutien de la région très souvent d'un point de vue, on va dire, logistique, mais aussi parfois avec l'attribution d'équipements, d'outils d'oxygénation, etc. Enfin voilà, tous les appareils aussi qui ont pu aider pendant cette période. Donc il y a vraiment une volonté de la région de se positionner sur son penchant, en complémentarité bien évidemment aux compétences de l'État et auprès de l'ARS, et en coordination systématiquement aussi avec les différentes instances de gouvernance, les URPS, les unions régionales et professionnelles de santé et autres. Voilà, c'est vraiment un souhait. Donc voilà ce qui a été fait jusqu'en 2016. Fort du constat que je vous ai effectivement, ou du contexte que je vous ai dressé très rapidement, donc il y a eu la volonté lors du second mandat donc, du président Wauquiez en début de mandature de poursuivre l'effort et notamment de le concentrer sur 5 axes, comme vous pouvez le voir, qui sont plutôt variés. Avec un premier axe très important qui consiste à ramener des médecins dans les territoires, avec notamment la création d'un groupement d'intérêt public qui s'adosse à deux départements, dont le département du Cantal, mais aussi l'Ardèche, qui ont des problématiques démographiques très importantes, démographiques médicales, j'entends, et avec le souhait de s'associer pour recruter vraiment des médecins, recruter plus facilement en fait des médecins qui seraient salariés sur une durée déterminée et qui auraient donc vocation à agir au plus près des citoyens, et qui nécessite de fait l'installation aussi d'un certain, en tout cas de tout l'équipement informatique et logistique aussi nécessaire pour pouvoir exercer dans de bonnes conditions, et aussi pouvoir avoir des analyses, pouvoir travailler sur des analyses médicales, etc. Donc ça, c'est vraiment un premier axe. Le second axe, il s'agit de développer tous les soins de proximité, donc au plus près des habitants. Donc on verra un petit peu plus loin effectivement en quoi ça consiste, et notamment c'est le lien avec tout ce qui est télémédecine. La volonté aussi de renforcer les hôpitaux de proximité, donc à travers le soutien
à tous les centres hospitaliers, notamment en milieu rural. Favoriser la prévention et l'éducation de la santé avec des grandes campagnes régionales, notamment la campagne en direction qu'on va lancer, enfin qu'on a initié là, à partir du mois de juin, qui va vraiment prendre une nouvelle ampleur à compter du mois de septembre en direction des jeunes, des professionnels de santé, mais aussi des parents, pour inciter à la vaccination contre le papillomavirus, voilà, qui peut être en tout cas une maladie, en tout cas donner lieu effectivement à tout un tas de cancers et qui peut être facilement endigué grâce à la vaccination. Et puis ensuite, un dernier axe qui consiste à agir sur tout, on va dire, l'écosystème. Donc le soutien à la formation, bien évidemment, pour avoir suffisamment de praticiens, encore faut-il les avoir formés en amont. Et là, on est complètement dans la compétence régionale. Il s'agit aussi d'agir sur tout ce qui est innovation, tissu industriel, recherche et développement. Donc là, c'est bien aussi dans le cœur de la compétence régionale. Et donc, la région a mis en place, en fait, un plan avec, en mobilisant au minimum 100 millions d'euros sur la durée de la mandature pour chacun de ces 5 axes. Je vais pas forcément, on va pouvoir vous faire passer en fait le PowerPoint que je vous diffuse là, qui reprend en fait les différents dispositifs qui s'adossent en fait à chacun des axes. Et j'ai plutôt en fait du coup donc vous présenter la partie très rapide sur l'action régionale en matière de santé numérique. Et qui consiste effectivement à favoriser vraiment des solutions en fait de télémédecine, mais qui s'appuient, et ça c'est un point important, qui s'appuie en fait sur des professionnels de santé qui sont localisés sur le territoire. C'est un parti pris, c'est un arbitrage et une volonté politique, et du coup de travailler, de soutenir en fait toutes ces solutions de télémédecine, ainsi que toutes les solutions de consultation mobile ou de poste avancé pour faciliter l'accès aux spécialistes. Et puis parallèlement à ça, eh bien, il y a d'autres réflexions qui sont en cours, qui sont engagées et qui auront vocation à se développer, pour lesquelles effectivement on communiquera. Donc voilà, vous avez fait un complément, on est donc ma collègue Lucille disponible, et puis moi-même, voilà. En quelques mots. Donc sur la télémédecine, un focus avec Lucille peut-être, sur les 3 minutes qui nous restent. Lucille, on ne vous entend pas. J'ai l'impression que votre micro est coupé. Ouais. On va continuer avec vous. Oui, excusez-moi, j'avais coupé le son parce que du coup, je suis en face d'Aline et du coup, j'avais un écho. Alors, je ne sais pas si vous m'avez interpellé parce que le temps que je remette le son, je ne l'ai pas entendu. En l'occurrence, on avait un focus de 2 minutes sur l'opération télémédecine. D'accord, tu peux me remettre la diapo s'il te plaît. Là, du coup, moi, je vais réagir par rapport à aux propos, comme dit M. Flander et Madame Alajoanine. Madame Alajoanine, sachez que je suis la nouvelle chef de projet au sein de la région, spécifiquement recrutée pour œuvrer sur ces missions de santé numérique. Notamment, dans le profil de mon poste, il y a 3 missions. Ça va être la télémédecine, les consultations mobiles et les postes avancés. Postes avancés, il faut comprendre que ce sont des consultations de spécialistes qui sont mis au plus près des territoires. Donc, on rapproche les professionnels de santé au sein des territoires, préférentiellement des territoires carencés. Donc là, moi, je viens d'arriver au sein de la région. Moi, je suis là depuis moins d'1 mois. Ce que je peux vous dire, c'est que la volonté de la prochaine mandature du président, c'est bien, le président Laurent Wauquiez, c'est bien d'essayer de trouver des solutions organisationnelles qui soient adaptées aux besoins des patients, qui respectent à la fois les pratiques des professionnels de santé, mais qui répondent aussi aux élus des territoires. Donc, on va bien essayer de faire quelque chose d'organisé et dans des temps contraints. Donc, pour répondre à M. Flander, effectivement, ça peut être une usine à gaz dès qu'on commence à parler la région avec les ARS et les différentes instances. Nous, on engage des démarches là de discussion, mais ça, on a bien conscience que la solution télémédecine, si on engage avec les ARS, ça peut être long. On engagera des solutions sur le moyen terme, mais à court terme, on ne va pas
Et on compte d'ores et déjà équiper, donc c'est le premier point sur la diapo, la première flèche, on compte d'ores et déjà équiper, après rencontre avec les URPS infirmiers et les sages-femmes, les équiper de matériel connecté. Ils sont demandeurs, donc là on est en train de faire la liste de leurs outils, de leurs besoins et des attentes, pour les équiper en termes de mallettes connectées. Donc ça a déjà été fait auprès des sages-femmes dans le Puy-de-Dôme. Elles ont été équipées grâce à un financement de la région de mallettes connectées pour aller au plus près des personnes à domicile et pour pouvoir réaliser des échographies sur les femmes enceintes qui évitent le déplacement. Il y a aussi des dispositifs de consultation mobile, donc des camions qui sont équipés, qui là aussi vont au plus près des territoires. On a déjà l'exemple d'un camion qui a été financé par l'ARS et par la région auprès des chirurgiens dentistes pour réaliser un camion de prévention de soins bucco-dentaires pour les EHPAD dans le Puy-de-Dôme. Donc le camion est mobile et va au sein des EHPAD, au sein du département du Puy-de-Dôme pour les personnes âgées. Là, il y a la volonté de financer probablement un deuxième camion sur l'Ardèche et l'Arc alpin qui est en cours, mais non encore voté. Donc, il y a aussi cette idée de consultation mobile. Et ensuite, donc, plus à moyen terme, l'idée de passer sur des structures d'exercice coordonné et les officines en les équipant sur des projets soit de déploiement des téléconsultations, télémédecine, via des télécabines ou des camions auprès des maisons de santé ou des centres de santé que la région finance par ailleurs. Donc ça, où on serait déjà sur des territoires que l'on connaît, sur des structures que l'on connaît et où on serait sur de l'équipement numérique. À voir après sur le développement, que ce soit la fibre ou votre positionnement satellitaire, à voir comment ça sera fait. Et enfin, dernier point qui là serait plus sur du moyen long terme, c'est le projet d'expérimentation sur des territoires tests. Donc là, ça peut être via le GIP dont vous a parlé Aline avec le salariat des médecins, mais ça peut être aussi sur des organisations plus ponctuelles de télémédecine sur ces territoires tests. Mais ça, c'est pas encore voté, c'est en cours de réflexion. Et je vous dis, nous, là, on est en train d'initier cette stratégie qui va être sur du moyen court terme avec les équipements mobiles et sur du plus long terme où on essaie de se coordonner avec les ARS et d'autres instances. Merci beaucoup Lucille, merci Aline. Vous voyez, il y a des prises de décision très fortes ici dans cette région. Ça, on y va. J'ai envie de dire que voilà, on n'attend plus, on y va. Donc vous pourrez vous rapprocher bien sûr d'Aline Mollard et de Lucille Montestruc pour porter vos projets d'accès aux soins et de lutte contre la désertification médicale. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous invite à applaudir l'ensemble de nos intervenants. Cyril, je vous garde.